Hey, j'ai du courrier pour vous. Un podcast Rural, brutal, postal. entre tradition et modernité. Par Sarah, Léa et le commissaire. Un podcast génial, viral, postal. Entre mythologie et réalité. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Hey, j'ai du courrier pour vous. Aujourd'hui, l'astucieuse Agatha Christie, le mari comblé Colombo, l'aliéné Fox Mulder et le séduisant San Antonio. St. Mary Mead, le 10 janvier 1971. Dear Mr. Mulder, je vous écris sur les conseils de mon cher ami, l'inspecteur Colombo. Si j'ai bien compris, vous connaissez sa femme. Je suis une respectable citoyenne britannique, et bien que j'ai quelques connaissances à Scotland Yard, je ne savais pas à qui m'adresser dans votre grand bureau d'investigation. Indeed, j'ai des révélations à vous faire. Laissez-moi vous raconter. Il y a 2 ans, lors d'un voyage au Texas, j'ai rencontré Abraham Zapruder, le tailleur cinéaste amateur qui a filmé l'assassinat du président Kennedy. Nous nous sommes liés d'amitié. Il y a quelques mois, comme je prenais le thé chez lui, il me montra le film. En un instant, je compris que l'enquête était passée à côté de plusieurs éléments décisifs. Avec l'aide d'Abraham, je commençais à rechercher les différents individus présents ce jour-là, mais que personne n'avait jugé bon d'interroger. En effet, l'autopsie pratiquée à l'hôpital militaire de Washington fait état de 2 tirs venant de l'arrière. Mais les médecins de Parkland Hospital de Dallas, eux, parlent de tirs frontaux. Un vrai changement de perspective, isn't it? Or, l'entrepôt depuis lequel Lee Harvey Oswald est censé avoir tiré se trouvait derrière la voiture présidentielle. Mais devant, il y avait un petit immeuble en briques rouges de 2 étages avec une pharmacie au rez-de-chaussée et un salon de coiffure au premier étage accessible par un escalier extérieur. Au 2e étage, vivait une famille de fervents républicains qui avaient préféré partir en vacances à Disney World plutôt que d'assister à la venue des Kennedy à Dallas. Nous sommes donc partis à la recherche de tous ces témoins oculaires, parmi lesquels se trouvait potentiellement notre tueur. La pharmacie existe toujours. Mr. Peabody, propriétaire de l'officine, se souvenait parfaitement de la journée du 22 novembre 1963. C'était un homme charmant, à l'élégante moustache et à l'œil vif. Il nous a indiqué avoir eu clairement l'impression que les coups de feu avaient éclaté au-dessus de sa tête, sans être capable de dire de quel étage ils pouvaient provenir. Ses 2 employés, Mrs. Douglas, la préparatrice, et Miss Lovett, l'apprentie, étaient sur le pas de l'officine avec leur patron au moment où la voiture présidentielle est passée, à peine à 15 km/h devant l'immeuble. Elles ont vu la terrible scène et en sont encore traumatisées. Tous 3 sont hors de cause, les tirs venant de plus haut. Mais le jeune coursier de la pharmacie, lui, n'était pas en bas avec eux au moment de la fusillade. Mr. Peabody nous a révélé qu'il y avait sur le toit-terrasse de l'immeuble une cabane servant d'entrepôt pour le matériel médical. Nous sommes bien sûr montés voir. Il s'agit d'un fracas de déambulateurs de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Mais il y a une fenêtre, idéalement placée pour qui voudrait tuer le président. Est-ce que Tommy, le jeune coursier, aurait pu être là-haut à l'heure du crime? Il allait falloir retrouver ce jeune homme. Le salon de coiffure a été remplacé par un magasin H&M. Nous avons tenté de retrouver Mr. et Mrs. Smith, les propriétaires qui sont partis à New York, pour passer leur retraite près de leur fille Ginger et l'aider à s'occuper de ses 5 enfants. Mon très cher ami, Frank Colombo, est allé les interroger pour moi. Vous trouverez son compte-rendu dans l'enveloppe ci-jointe. Oh mais je vois qu'il est déjà 5 heures, le four vient de sonner, les scones sont cuits. Je vous quitte, le tea time n'attend pas, et je vous écrirai la suite de cette passionnante enquête dès demain, si vous le voulez bien. Yours faithfully, Agatha Christie. Madame Christie, quelle idée de me faire traverser le pays, prendre des avions, des taxis, et me priver de mon mode de transport préféré, ma chère titine française, dans ce capharnaüm qu'est New York. Les cafés y sont chers, et les gens bien plus gris que chez moi. Excusez-moi, madame, mais auriez-vous voulu me faire replonger en enfance? Ne saviez-vous pas que New York était ma ville de naissance? Bien heureusement, notre amour commun pour la découverte de la vérité m'a fait accepter d'enquêter à vos côtés. Vous trouverez donc 6 juin un rapport complet de ce que j'ai pu découvrir de cette grande pomme. J1, Chinatown. Ces rues, je les connais. J'allais donc commencer par là. 10h45,
Je décide d'aller me prendre un de ces jus de chaussettes qu'ils appellent Grande Americano Macchiato Latte ou je ne sais quoi. $17 le café, ce sera ma dernière fois chez Starbucks. C'est en sortant de l'établissement que je bouscule maladroitement un garçon avec un Stetson et des Santiago, taille 34. Étonnant de croiser ce genre de jeunes sudistes dans ce quartier. Je décide de le suivre. Il s'engouffre dans une ruelle adjacente et entre par une porte dérobée. Mais là, surprise, j'ouvre la porte et me retrouve dans un buffet à volonté. Juste le temps d'attraper 2 beignets de crevettes et un nem au poulet. N'ayant pas de petit récipient où mettre la sauce agro-douce, je décide de faire l'impasse du côté sauce. Outre l'odeur de friture et de citronnelle, j'arrive à déceler dans l'air une odeur connue. Le shampoing de chez Schwarzkopf, le shampoing des femmes d'aujourd'hui et d'hier. Le parfum des cheveux laqués de Madame Colombo. Derrière le bar, un liseré de lumière se dessine sur le sol. L'odeur s'accentue. J'ouvre délicatement la porte et vois à ma grande surprise 6 sièges de coiffure, des bacs, des bombes de lac et le jeune homme au Stetson. Il est là, ne dit rien, me regarde comme un lapin dans les phares de ma 403. Quelques secondes après, se dresse derrière lui ce que je devais chercher. Mr. et Mrs. Smith. Monsieur et Madame Smith, lieutenant Colombo, police de LA. Alors oui, je sais que je suis en dehors de ma juridiction, mais j'avais vraiment besoin de vous trouver, voyez-vous. Qu'est-ce que vous nous voulez, lieutenant ? Me dit le mari avec un fort accent texan. C'est étonnant, ce salon de coiffure, là. Bien caché au cœur de Chinatown, vous voyez, monsieur. Moi, j'en ai pas grand-chose à faire de mes cheveux. Mais là, avouez, c'est tout de même assez cocasse. On n'a pas les moyens d'avoir une vitrine aux yeux de tous. Ah oui ? Vous vous cachez ? De qui ? De quoi, plutôt ? Agatha. Ah, ce cher Franck Colombo. Il est assez déconcertant, mais adorable. Sa femme est bavarde et très patiente. Avec Franck, nous n'avons que rarement les mêmes conclusions, mais souvent les mêmes intuitions. Je connais bien votre pays, Agatha. J'ai étudié la psychologie à Oxford pendant des années. Des souvenirs difficiles d'une période sombre, manquant de sommeil. J'ai toutefois beaucoup appris sur les travers imparables de l'être humain, et en particulier sur son besoin insatiable de rationaliser chaque événement. Concernant votre affaire et la disparition brutale de John Fitzgerald Kennedy, vous avez bien fait de solliciter le bureau des X-Files. Il est temps en effet que cette mascarade soit élucidée, une bonne fois pour toutes. Après lecture de votre courrier, j'ai immédiatement contacté Abraham Zapruder et sauté dans le premier avion pour Dallas afin de visionner la vraie vidéo du crime. Pas des trafiqués d'Internet. Arrivé devant sa petite maison, une sensation étrange m'envahit brusquement. J'ai sonné plusieurs fois à la porte, en vain. Puis j'ai décidé de l'ouvrir discrètement. Mais là, personne. Absolument personne. C'est comme s'il s'était évaporé dans la nature. Je n'ai constaté aucune trace d'effraction et son café était encore chaud sur la table de la cuisine. Nous avions rendez-vous à 10h. Il était déjà 10h04 et il m'avait indiqué par téléphone la veille être particulièrement ponctuel. J'ai observé autour de moi, scruté la pièce et aperçu soudain, au dos de la porte d'entrée, une écriture gauche, maladroite, altérée. Tommy m'a tué. T-O-M-I-M'-A-T-U-E-R. Abraham Zapruder était un homme cultivé et il n'aurait jamais commis une telle erreur, même à l'agonie. Le plus terrifiant, Agatha, c'est ce sang vert et gluant avec lequel la phrase mal orthographiée a été écrite. Une enquête qui se réouvre, une disparition soudaine, du sang vert et gluant. Aucun doute, nous avons affaire à des aliens. Agatha, partez de chez vous, mettez-vous à l'abri, vous êtes en danger. Savez-vous où sont les Colombo ? Avez-vous de leurs nouvelles depuis la lettre que Franck Colombo vous a adressée ? Pourrait-on se retrouver à New York, chez Ginger Smith ? Ou chez moi, à Quantico ? Rangez vite votre théière, Agatha. Nous sommes en danger. La vérité est ailleurs. Fox Mulder. St. Mary Mead, le 15 janvier 1971. Dear Fox, je suis absolument delighted d'apprendre que vous avez étudié la psychologie. Voilà un point commun entre nous.
Je suis fine observatrice et j'attache une grande importance à la psychologie des gens dans une enquête, parfois même plus qu'aux faits. Concernant mon cher ami Abraham, je ne me suis guère fait de soucis suite à votre courrier alarmiste. Il avait certainement dû s'absenter. Pas de quoi abandonner ma théière, ma dear. À croire que malgré vos années passées à Oxford, vous ne connaissez rien au flegme britannique. Par acquis de conscience, j'ai appelé Abraham. Il était sous la douche au moment où vous êtes passé. Voyez-vous, il avait eu une petite catastrophe en cuisine, alors qu'il préparait un flan à la courgette. Le four était trop chaud et les soufflets ont explosé. Il y avait de la courgette partout, dans le four mais aussi sur les murs, les portes et les vêtements et les cheveux de Abraham. Bref, il est allé se changer et c'est là que vous êtes arrivé. Si vous aviez attendu quelques instants de plus, cela vous aurait évité quelques égarements concernant l'enquête. Des extraterrestres. Voyons mon garçon. En revanche, vous êtes parti sans fermer la porte. Et figurez-vous que lorsqu'Abraham est ressorti de la salle de bain, la maison avait été cambriolée. Tout était sans dessus-dessous. Étrangement, la seule chose qui avait disparu était la vidéo du jour de la mort du président Kennedy. Incroyable, non? Auriez-vous été suivi? Yours faithfully, Agatha Christie. St. Mary Mead, le 15 janvier 1971. Dear Frank, je fais suivre votre première lettre à Mr. Mulder. Je me demande maintenant si je n'ai pas fait une erreur. Pouvons-nous vraiment compter sur ce jeune homme? Il me semble très exalté et instable psychologiquement parlant. Je me demande s'il n'a pas purement et simplement volé la vidéo chez Abraham. Restons sur nos gardes. Peut-être serait-il judicieux de lancer le commissaire San Antonio sur la piste du jeune Mulder. Cela ne nous empêche pas de continuer nos investigations. Dites-moi, que vous a révélé Mr. Smith? Avez-vous une piste, my dear? De mon côté, j'ai reçu un message sibyllin de la part de Miss Lovett, l'apprentie de la pharmacie Peabody. Je soupçonne qu'elle entretenait une liaison avec Tommy, le coursier, et qu'elle essaye de le protéger. Il faut impérativement retrouver la trace de ce jeune homme. Kind regards, Agatha. St. Mary Mead, le 15 janvier 1971. My dear, dear Antoine. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes pas vus. Je repense souvent à notre enquête commune sur les îles anglo-normandes. Collaboration professionnelle doublée d'une charming escapade entre deux amis sincères. Quel lovely séjour nous avions passé. J'ai du mal à croire que cela fait plus de 15 ans déjà. Trêve de sensiblerie, Antoine. J'ai besoin de vous. J'enquête actuellement sur la mort du président Kennedy. Et je soupçonne l'agent fédéral avec qui je travaille, un certain Mr. Mulder, de ne pas être complètement digne de confiance. Pour ne pas éveiller ses soupçons, il faudrait que quelqu'un d'autre que moi enquête sur lui pendant que je continue, comme si de rien n'était mes investigations. Vous êtes agile comme un chat et aussi discret qu'une fouine. Vous saurez en un rien de temps si ce jeune Mulder me cache quelque chose. Au nom de notre grande amitié, me ferez-vous la joie d'enquêter à nouveau avec moi? Kind regards, my dearest friend. Your Agatha. Paname, le 16 janvier 1971. Ma brûlante théière anglaise. Bien sûr que je vais te filer la main, voire les deux, pour décortiquer ton quidam et savoir si c'est du lard ou du yardon. La filature, c'est mon péché moignon. Dis-moi, ma coquine, si par hasard je me retrouve groin à groin avec le Gus, tu me permets d'y mettre 2-3 claques, histoire de lui tirer les lombriques du tarin? Allez, je pars accomplir ma mission. Big Apple, le 17 janvier 1971. Je reprends du stylet, ma caille. J'ai de la nouvelle fraîche. Ton zigoto est louche, pas de doute. Déjà, il déblatère solo tout le temps. À croire qu'il a un poteau imaginaire dans la pansarde. Il marmonne dans sa barbe. Pas facile de capter sa baragouinance. Mais tu me connais, ma chaude apple pie dégoulinante. J'ai l'ouïe surdéveloppée. Il bavasse sur sa frangine qui a disparu et qui cherche partout. Paraît-il qu'elle savait tout et qu'il l'a fait taire. Il dit que sa vengeance n'est pas finie, que tant que sa consanguine ne sera pas de retour au bled, il lâchera pas l'affaire. Il dit des lettres, GHB, JHP, GMK, DSK. Il passe son temps à stopper des donzelles dans la rue en les appelant Samantha. Complètement siphonné du tubino. Il a une sacoche en cuir craquelé qu'il pelote à tout bout de champ comme si c'était les Robert d'une demoiselle.
Impossible de jeter un œil dans ce bousin, il ne le quitte jamais, son appendice. Il va au turbin le matin, il rentre chez lui le soir. À part son blablatage de dégénérose du cervelet, rien de très passionnant. Ah si, je l'ai vu galocher goulûment une blondinette en blouse blanche. J'espère que ces petites infos vont t'aider dans ton enquête, ma Joconde Rosebif. Et n'hésite pas à faire appel à moi pour d'autres filatures ou pour une petite tringlette digestive. Je suis à ta disposition, my lady. Signé San Antonio. Madame Christie, je reprends la plume. Savez quoi? Ma femme m'a rejoint à New York. Alors, depuis mon entrevue avec Mrs. et Mr. Smith l'autre jour, il s'en est passé des trucs. Jour 2 et jour 3, ma femme m'a emmené dans les musées. Savez, moi, les statues et les poteries, ça m'intéresse moyen. Enfin, pour votre enquête, il faut que je vous raconte la suite du jour 1 et le jour 4. J1, suite, les Smiths à la casserole. Vous savez, les Smiths, moi, je croyais qu'ils se cachaient, eux et leur salon. Mais ils avaient fini par m'expliquer qu'avec tous leurs enfants et le prix des pignons sur rue à Chinatown, ils louaient à des riches Pékinois ce salon de coiffure derrière les cuisines du Lotus Bleu. Parce que c'est pas cher. Le gosse au Stetson n'a pas bougé d'un iota pendant la discussion. Quelque chose m'a semblé bizarre pendant notre échange. Mais ils m'ont paru généreux, ces Smiths. Vous voyez, comme des parents qu'on aimerait avoir. Mais bon, j'étais décidé à y retourner pour mieux comprendre. Peut-être incognito. J4. Chinatown et Scrabble. 8h. Ma femme se réveille avec l'idée de se faire couper les cheveux. Et quand elle a une idée en tête, Madame Colombo, elle l'a pas ailleurs. Je repense à l'enquête et décide de faire d'une pierre 3 coups. Un resto chinois, les cheveux de madame et notre affaire. À mon âge, on s'économise. Et puis, j'avais dit que j'y retournerais. 12h. Chinatown, ses lanternes, ses échoppes. 12h15. On entre dans le restaurant chinois, le Lotus Bleu. Ma femme et moi, on prend du riz cantonné et du canard laqué. Et là, Mme Christie, vous devinerez jamais qui je croise. En costume chic, San Antonio. Il a pris des crevettes. On se connaît un peu, alors on a discuté. Vous saviez qu'il préfère la sauce soja salée à la sucrée? Un signe distinctif des gens classe. Il est accompagné de son acolyte Berrurier. Bon, lui, il avait l'air affamé, carrément vulgaire même. Avec de la bave au bord des lèvres et son potage pékinois tremblotant. C'est la faim qui fait trembler. Ça me le fait à moi aussi des fois, Mme Christie. 13h11. Je sors fumer mon cigare et faire ses besoins à mon fidèle chien dans le quartier pendant que ma femme honore son rendez-vous pour sa coupe et son brushing. Évidemment, je lui avais donné des consignes d'observation pour le salon de coiffure. Puis, personne ne la connaît chez les Smiths. Moi, avec ma tignasse et notre premier échange, j'étais repéré direct. 14h. Ma femme sort avec une frange, les oreilles dégagées et une odeur de Schwarzkopf. Mais bon, moi, la mode, j'y connais rien. Alors je lui ai dit que ça lui allait bien. Voilà ce qu'elle m'a raconté de son rendez-vous. Elle m'a dit qu'elle avait vu un jeune type étrange, le genre à parler tout seul. Il portait un chapeau Stetson marron et des Santiago. Savez, madame, moi, j'adore les Santiago, alors je peux pas oublier ce genre de détails. À la main droite, plus précisément à l'annulaire de la main droite, il portait une énorme bague avec le drapeau texan en pierre de pacotille, maladroitement assemblée. Vous avez vu? Elle a l'œil, Mme Colombo. Bon, si elle m'a parlé de lui, c'est que c'était la seule personne présente au salon à ce moment-là. Il semblait connaître les Smiths, d'après elle. Évidemment, c'est le même type que j'ai vu l'autre fois, sauf que j'ai pas regardé sa main. Je regarde jamais les mains. C'est peut-être un défaut, hein? Bon, enfin, Mme Christie, le plus important, c'est la photo qu'elle a retrouvée par terre dans le salon de coiffure et qu'elle m'a rapportée. Il s'agit de l'image d'une enfant d'une dizaine d'années, brune, les yeux habités par la peur et qui brandit un panneau sur lequel est écrit « JFK est un ET ». Au dos, c'est signé Samantha M. 18h. Retour à l'hôtel après une balade en ville. On joue au Scrabble avec madame. Elle boit du thé. Moi, je dis pas que ça m'arrive pas de me faire un petit whisky. Devant moi, j'ai les lettres O, V, N, I. Alors je me dis que cette Samantha imaginait que le président Kennedy était un extraterrestre. Bref, une grosse journée. Lieutenant Colombo. Agatha. Je tiens tout d'abord à vous signaler que je n'ai absolument rien à me reprocher. Je n'ai jamais rien fait de mal
et je suis contre la vengeance. Tout contre. Je n'ai jamais caché la cassette vidéo dans le tiroir de gauche de ma commode. Je n'oublie jamais de fermer des portes. Alors ça, vous qui avez étudié la psychologie, vous savez bien ce que cela signifie. Car moi aussi, je sais lire entre les lignes, et votre accusation sous forme d'insinuation et de courgette me déplaît profondément. Soit vous me prenez pour un débutant alors que j'ai résolu un certain nombre de X-Files, soit vous me prenez pour un assassin. Et le 22 novembre 1963, j'étais avec ma sœur, à la maison. Et je ne vais jamais dans les quartiers chinois de New York pour me faire couper les cheveux. Abraham Zapruder est le quasi-anagramme de bazar de rat. Et ça, vous ne l'avez même pas remarqué. C'était pourtant évident. Vous êtes donc vous-même susceptible, par vos appels parasites et vos méthodes ringardes et incomplètes, de passer parfaitement à côté du ou des coupables. Quelle déception! Et ce flegme, cette arrogance, ces histoires de courgettes et de poireaux, n'est-ce pas... Mais, Agatha, avez-vous préparé vous-même votre thé? Si oui, quelqu'un a-t-il pu entrer dans votre cuisine entre-temps pour y déposer un poison? Agatha, ce Franck Colombo, que fume-t-il exactement? Il est temps, Agatha, de vous poser les bonnes questions. À qui profite le crime? Où est la vérité? Qui a tué John Fitzgerald Kennedy et pourquoi? Mais où est donc Ornicart? Fox Mulder. St. Mary Mead, le 18 janvier 1971. Dear Fox, voyons, mon petit, ne prenez pas la mouche. Je vois que je vous ai perturbé. Respirez un grand coup et reprenez-vous. Nous sommes des détectives, vous et moi. Nous nous devons de rester imperturbables. C'est ainsi et seulement ainsi que les gens, témoins ou coupables, se sentent en confiance pour nous parler. Et qui laissent parfois échapper le regard ou le mot qui nous mettent sur la piste. Oublions Abraham et sa cassette, voulez-vous, et concentrons-nous sur ce jeune homme, Tommy, le coursier de la pharmacie. Figurez-vous que Miss Lovett, l'apprentie, m'avait laissé un message le concernant. Je l'ai vue hier. C'est une charmante enfant, mais qui cache quelque chose. Quand elle parle de Tommy, elle a des étoiles dans les yeux. Elle dit qu'il est doux comme un agneau, que c'est impossible que ce soit celui qui a tiré sur Kennedy, que c'est une simple coïncidence s'il n'était pas là avec les autres au rez-de-chaussée pour regarder passer la voiture présidentielle. Elle est très amoureuse de lui, voyez-vous. Pauvre petite. Elle m'a raconté qu'il avait eu une jeunesse difficile, ce jeune Tommy. Il a perdu ses parents quand il était encore enfant. Il avait alors 13 ans et sa petite sœur à peine 4. Ils ont été recueillis par les Smiths, vous savez, les propriétaires du salon de coiffure au-dessus de la pharmacie. C'est d'ailleurs comme ça que Tommy s'est fait embaucher comme coursier quand il a eu l'âge de travailler. Et c'est aussi comme ça qu'il a rencontré Miss Lovett et qu'ils sont tombés amoureux. Miss Lovett adorait la jeune sœur de Tommy. Elle m'a longuement raconté les facéties de la petite. Elle était joueuse, drôle et très créative. Elle confectionnait des petits bijoux en perles ravissants. Miss Lovett porte encore autour du cou un joli collier en perles de rocaille verte irisée. Elle décrit ces moments comme très heureux. Le début de son idylle avec Tommy, les jeux avec la petite, le petit immeuble de briques rouges où tout le monde s'entendait si bien. Enfin, sauf les républicains du 2e, qui passaient leur temps à reprocher aux Smiths d'avoir adopté ces 2 gamins étrangers. Avec leur teint hâlé, ils pensaient qu'ils étaient mexicains et qu'ils avaient inventé cette histoire de parents morts pour passer la frontière et se faire adopter par une bonne famille texane. Mais mis à part ça, tout se passait bien et tout le monde vivait heureux. Mais comme le destin s'acharne parfois sur les innocents, quelques années après, un autre grand malheur a touché Tommy. Il a perdu sa petite sœur qui avait tout juste 9 ans. Elle a disparu et n'a jamais été retrouvée. Depuis lors, selon Miss Lovett, Tommy avait changé. Il s'était renfermé sur lui-même. Parfois, elle l'entendait parler tout seul. Et puis, après la mort de JFK, il a lui aussi disparu. C'est à peu près en même temps que les Smiths ont déménagé à New York. Tommy serait-il toujours avec eux? Qu'en pensez-vous, cher ami? Au plaisir de vous lire, yours faithfully, Agatha Christie. Agatha, vous avez rencontré Karen Lovett à Chinatown dans New York? Et elle vous a dit que Tommy parlait tout seul? Non, c'est juste que parfois il a comme des tics et il peut pas s'en empêcher. D'ailleurs, Agatha, laissez ce Tommy tranquille, vous n'êtes pas du tout sur la bonne piste. Pourtant, tout est évident. Les différentes disparitions que vous évoquez et... comment dire... Jackie Kennedy Onassis, ça ne vous paraît pas un peu égyptien comme nom de famille pour une américaine?
Vous êtes-vous déjà demandé sur quel type de surface une soucoupe volante atterrirait-elle sur Terre ? Et pour quelle raison la pyramide de Khéops possède une pente à 60 degrés ? Agatha, c'est clair comme de l'eau de roche. Le président John Fitzgerald Kennedy a été enlevé le 22 novembre 1963 à 12h30 par des aliens appelés Onassis, descendants de Khéops et de Mars. Point final. Au fait, Agatha, où est passé le bouchon de mon stylo bic bleu ? Rendez-le-moi immédiatement. Fox Mulder. Bien le bonjour, Agathe the Blues. Figure-toi que Sa Majesté Beru m'a rejoint dans cette grosse pomme où je suis pour tes beaux yeux. Il est estomaqué à tous les coins de rue, le gros. Les mirettes ébobillent par les lumières de la ville. Ça lui donne la dalle, toutes ces émotions. Faut qu'on s'arrête grailler tous les 10 mètres. Une pizza chez Lombardise, un sandwich au pastrami chez Katz, un bol de nouilles au lotus bleu, et j'en passe. L'autre jour, on a décidé d'aller traîner nos guêtres dans l'appart de ton copain Mulder. On a attendu qu'il parte au taf, et puis l'illustre a mis un bon coup de sa gigantesque épaule dans la lourde, et sésame, ouvre-toi. Cette crèche, c'est la caverne d'Ali Baba pour tous les amateurs de petits bonhommes verts. Par contre, la Pio n'a pas vu un balai depuis 1712. On a plongé dans le fatras, Berrurier et Mézig, et voilà ce qu'on a trouvé. Primoche, la cassette d'Abraham Zapruder complètement débobinée. Secondoche, un dossier à la couverture barrée d'un grand X qui ne contient aucune photo pornographique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça parle d'une gamine qui aurait été enlevée par des extraterrestres. Tertioche, au milieu de centaines de coupures de feuilles de chou qui tapissent les murs et qui parlent de Roswell, d'OVNI, de crop circle et consorts, il y avait une photo de famille. Une jolie petite famille d'Amerloc. Daddy, Mummy, un gamin avec un mini Stetson sur la tête et une fillette toute mignonne, qui ressemble franchement à celle du dossier X. Quartoche, comme il n'y a pas que le boulot dans la vie, mais qu'il faut bien se détendre, dans un coin de la pièce, il y avait un jeu de fléchettes. Et la cible, c'était la photo d'un type, mais impossible de le reconnaître tellement qu'il a été criblé de flèches. Ça te ringue belle, ma belle ? En partant, ce lourdingue de Beru a chouri une paire de Santiago taille 34 qui traînait dans l'entrée. Cadeau pour Mdame Beru, qu'il a dit. Notre avion pour Pantruche décolle dans 2 heures. On se carapate. Au plaisir de te revoir, ma louloute. Ton dévoué, San Antonio. Dallas, le 25 janvier 1971. Cher Mr. J. Edgar Hoover, voici mes conclusions concernant le meurtre du président John Fitzgerald Kennedy survenu à Dallas le 22 novembre 1963. Pour étayer mes dires, j'ai réuni à Dallas tous les acteurs de cette grande enquête que je mène depuis quelque temps avec acharnement, mais sans jamais oublier de faire une pause à 5 heures pour boire le thé. Sur le toit terrasse de l'immeuble en briques rouges, j'ai fait installer chaises et fauteuils pour que tout le monde puisse s'asseoir confortablement. Étaient présents Mr. Peabody, le pharmacien et son élégante moustache, Mrs. Douglas, la préparatrice de la pharmacie, Miss Lovett, la jeune apprentie. Il y avait également Mr. and Mrs. Smith, les coiffeurs, accompagnés de leur fille Ginger, Frank Colombo et son épouse, qui m'ont été d'une aide précieuse durant cette enquête, ainsi que le commissaire San Antonio et son second, l'inspecteur Berrurier. Abraham Zapruder, mon ami et cinéaste amateur qui avait filmé toute la scène le jour de l'assassinat de JFK, était là également. Et enfin, Fox Mulder, que vous connaissez bien, et qui a été mon étrange binôme dans cette enquête. Étrange, oui, car on ne peut pas imaginer de conclusion plus diamétralement opposée que celle de l'agent Mulder et de moi-même concernant ce cas. Mais il manque quelqu'un, me direz-vous. En effet, le jeune Tommy n'était pas encore parmi nous au début de cette réunion, mais vous verrez, il nous a rejoints par la suite. Voici ce que j'ai dit à mon auditoire. Chers amis, je vous ai réunis ici pour vous raconter l'histoire d'un jeune homme. Un jeune garçon né dans une famille aimante à Harlingen, au Texas. Il aime jouer avec des avions, des fusées miniatures. Il est passionné par la conquête de l'espace et lit des comics. Il a une imagination débordante. Lorsqu'il a 9 ans, sa mère accouche d'une petite fille. Elle l'appelle Samantha. À partir de ce jour, le jeune garçon n'est plus seul. Il adore sa sœur, passe ses journées à lui parler, lui lit des histoires, lui invente des aventures et des voyages. La petite Samantha est joyeuse, drôle. Un soir de juin, les parents de ces 2 chérubins se rendent à Brownsville pour une réunion d'anciens élèves. Sur le chemin du retour, ils sont tués dans un terrible accident de voiture. Les enfants s'accrochent l'un à l'autre, ils ne sont plus que tous les 2.
Quelques mois après, ils sont recueillis par Mr. et Mrs. Smith, ici présents. Leur fille Ginger prend ses nouveaux frères et sœurs sous son aile. Ils forment à nouveau une famille. Le garçon se débrouille plutôt bien à l'école. Ses professeurs trouvent qu'il a un peu trop d'imagination, mais comme il est très intelligent, ses notes sont bonnes. Sur son temps libre, il commence à travailler à la pharmacie qui se trouve au pied de l'immeuble dans lequel il vit avec les Smiths. Il fait quelques courses, livre les médicaments chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, aide à ranger la remise et gagne quelques sous qu'il dépense en bandes dessinées de science-fiction et en perles qu'il offre à sa sœur qui aime faire des bijoux. Il continue à lui inventer des histoires incroyables, des aventures avec des monstres et des épreuves, mais qui finissent toujours bien. Un jour, Samantha ne rentre pas de l'école. Tout le monde s'inquiète, tout le monde la cherche. Pendant des jours, des semaines, elle reste introuvable. Le jeune homme est fou d'inquiétude. Il imagine les scénarios les plus dramatiques. Il remue ciel et terre, mais rien n'y fait. Samantha a disparu. La perte de sa petite sœur adorée plonge notre jeune ami dans une détresse sans fond. Il échafaude des théories toujours plus étranges, toujours plus improbables pour expliquer sa disparition. La vérité, c'est qu'il se sent terriblement coupable. Il n'y est absolument pour rien pourtant. Nous le savons tous ici, don't we? À ce moment-là de mon récit, l'émotion était palpable. Mrs. Smith était en larmes dans les bras de son mari. Mr. Peabody secouait la tête d'un air peiné. Même le gros berrurier se mouchait en faisant un bruit de tempête. Seul l'agent Mulder ne semblait pas dans la même émotion. Il n'était pas triste ou touché. Non. Il luttait. Des tics nerveux parcouraient son visage. Il marmonnait des phrases, des mots dont on ne comprenait pas tout. Quelques années après, le jeune garçon mit son Stetson, chaussa ses Santiago et quitta le pays. Pendant quelque temps, personne ne savait où il était. Mrs. Douglas, en vacances en Angleterre, avait bien rapporté avoir croisé un jeune homme lui ressemblant fortement dans les rues d'Oxford, mais elle n'en était pas sûre. Et puis, il y a 3 ans, au détour d'une rue de Manhattan, Ginger Smith l'a reconnu. Il portait un costume cravate, tout ce qu'il y a de plus classique. Ses cheveux étaient plus courts, mais il n'y avait aucun doute. C'était bien lui, son frère adoptif. Elle était si heureuse de le retrouver. Mais il avait bien changé. Il avait perdu sa joie et semblait gris et sec. Il ne vivait que pour son travail, qu'il accaparait la plupart du temps. Il ne voulait pas dire exactement ce qu'il faisait. Il disait que c'était top secret. Il semblait épuisé, mais aussi étrangement habité. Ses crises d'angoisse, ou devrais-je dire de démence, ne l'avaient pas quitté en revanche. Et même s'il avait l'air bien sous tout rapport, elle voyait qu'il allait mal. Elle a fait venir ses parents à New York. Ils ont pris un nouveau salon de coiffure à Chinatown et ont tenté de reprendre une relation avec lui pour l'aider à se retrouver et à s'apaiser. Il venait régulièrement les voir au salon. Pour l'occasion, il mettait son Stetson et ses Santiago comme au bon vieux temps. Le reste du temps, on pouvait le croiser dans les rues de la ville, droit comme la justice, en costume cravate et chaussures vernies, avec sa vieille sacoche en cuir, les yeux fous. Il parlait tout seul, cherchait de tous côtés. Il cherchait Samantha, encore et toujours. Ici, tout le monde a connu ce garçon. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il a fait de longues études en Angleterre, qu'il a été embauché au FBI dans un service un peu particulier qui s'occupe des dossiers les plus étranges. Les disparitions mystérieuses, les objets volants non identifiés, les manifestations surnaturelles. Son imagination débordante s'est changée en un délire psychotique, sa culpabilité en une paranoïa dévorante. Vous tous dites de lui qu'il était la gentillesse et la douceur incarnée, qu'il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Vous dites aussi qu'il allait mal, et vous avez raison. Tommy n'était pas seul dans sa tête. Tommy n'est pas seul dans sa tête. Et si Tommy était incapable de tirer sur le président des États-Unis, Fox, lui, le pouvait. Je me tue un instant, et là, Fox Mulder explosa. Son visage était déformé par un horrible rictus. Il se mit à parler frénétiquement, et dans une logorrhée délirante, il expliqua tout et avoua. C'est bien triste ce que le malheur peut faire. Bien triste, oui. Je vous laisse prendre les mesures nécessaires, Mr. Hoover. Il est temps pour moi de retourner en Grande-Bretagne. Je me languis du fog et de la pluie. Yours faithfully, Agatha Christie. C'est ma faute, la soucoupe volante, les pyramides, c'est ça, oui. OVNI, Onassis, Ovomaltine, Baby Sam, je la vengerai. Non. Oui, ici, la vérité est dans un bol de soupe. Courgette. C'est moi. Non, c'est lui. Samantha, je t'aime, où es-tu? Ils t'ont pris? Pourquoi JFK est un ET? Ma petite sœur, ma douce Samantha. Comment as-tu su?
Je te vengerai, je te le jure. C'est Tommy, c'est lui, c'est pas moi. Je vous en supplie, ramenez-moi ma douce sœurette de la planète Mars ou de l'Égypte antique. J'ai tiré. Non, c'est lui, c'est Tommy qui a tiré. JFK est un extraterrestre et il a enlevé Samantha car elle savait tout, ma sœurette. Elle me manque. Non, elle manque à Tommy. Mais Tommy est mort, au Texas. Et Karen Lovett. Et papa et maman, ils sont morts, ils sont tous morts. Karen, je n'ai plus que toi et le Tommy en moi. Il a tiré. Non, j'ai tiré sur le président car Tommy, les voix de Tommy, m'ont poussé à venger Samantha. Les Smiths, quelle famille magnifique, pardonnez-moi. Non, pardonnez à Tommy, l'immense vide laissé par le kidnapping de sa petite sœur, sa petite Samantha. Onassis, OVNI, stop! Fox, Tommy, stop! Qu'on nous enferme le Tommy en Fox. Qu'on enferme le Tommy en Fox et qu'on libère le Fox en Tommy. Agatha, j'ai tiré sur le président JFK. Il avait pris ma sœur. C'est un extraterrestre. Oui, c'est fini. Vous me regardez tous. Arrêtez. Adieu. Merci, Agatha. Adieu. Ah on connaît enfin l'assassin du président Kennedy. Bon, c'est pas qu'on est des complotistes, mais il y a peut-être moyen qu'on redemande à Agatha Christie de résoudre d'autres affaires plus tard. Parce qu'on nous ment. Ou pas. Aujourd'hui, nos invités étaient Lorraine Latreille, Judith Rutkowski. Hey, j'ai du courrier pour vous. Un podcast Rural, brutal, postal. entre tradition et modernité. Par Sarah, Léa et le commissaire. Un podcast Génial, viral, postal. Entre mythologie et réalité.